Bonsoir à tous, ravi de choisir FM Télévision. On vous retrouve justement dans le cadre de cette grande édition d'information consacrée largement à la rétrospective de la semaine à suivre du sport avec la victoire des Léopards de l'RDC. On en parlera évidemment à la fin de cette édition. Vous écouterez le sélectionneur national Sébastien Desabre sur sa première réaction juste après les matchs. C'est à suivre à la fin de ce journal. Mais on va commencer comme d'habitude en politique. Forum sur la coopération Chine-Afrique. La République démocratique du Congo est signé un protocole d'accord avec le géant chinois CEMOC pour accroître justement sa puissance énergétique. Cela a eu lieu dans les locaux de l'ambassade de l'RDC en Chine. La partie congolaise, rappelons tout de même, était représentée par le ministre des Ressources hydrauliques et électricité. Et suivez les précisions dans ces reportages. Le premier forum économique RDC-Chine continue à porter ses fruits. Ce mercredi, dans les locaux de l'ambassade de la République démocratique du Congo à Beijing en Chine, le ministre des Ressources hydrauliques et électricité a signé un mémorandum d'entente avec le groupe chinois CEMOC, China Molybdenum Company Limited, leader international dans le secteur des ressources naturelles, engagé en faveur de la transition vers l'énergie verte. Ce protocole d'accord vient répondre à la volonté du chef de l'État d'accroître la puissance énergétique de la République démocratique du Congo et il permettra la construction de centrales photovoltaïques ainsi que l'implantation de parcs solaires dans les 24 prochains mois avec une première phase dans la province du Lualaba afin de fournir de manière plus constante de l'électricité aux populations et aux entreprises minières. Cet événement est une des retombées de la première édition du Forum économique Chine-RDC sur les opportunités d'investissement qui s'est tenu du 2 au 3 septembre 2024 à Beijing, à marge du Forum sur la coopération Chine-Afrique. Revenons dans le pays. Direction Assemblée nationale, la société civile du Nord Kivu, de l'Ituri et du Sud Kivu donne alerte sur le délabrement de la situation sécuritaire dans leurs provinces respectives. Elles l'ont fait savoir justement au président de l'Assemblée nationale le mercredi 4 septembre dernier. Cette situation, rappelons-les, est chaotique à présent et impacte le niveau et la qualité de l'économie de ces provinces. De précision une fois de plus dans cet élément. Regardez. La situation sécuritaire et la paix sociale de la population de l'Est de la République démocratique du Congo préoccupent tant soit peu le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe. Le mercredi 4 septembre, il a consacré une bonne partie de son temps à l'écoute des interpellations et doléances des populations de la province du Sud Kivu, du Nord Kivu et de l'Ituri à travers leurs sociétés civiles respectives. Les préoccupations majeures exposées au speaker de la Chambre basse du Parlement ont tourné autour des conséquences sociales et économiques de l'agression rwandaise et ougandaise dont souffre la population dans ces trois provinces. Il s'agit entre autres de la présence de plus de 700 000 déplacés internes à Minova dans les territoires des Kaléé suite à la situation sécuritaire à Massissi. La multiplicité des groupes armés responsables de plusieurs dégâts humains et matériels. Des mouvements incontrôlés des populations non identifiées en provenance des pays agresseurs, les attaques dans les villages et camps des déplacés internes, l'augmentation des tracasseries et multiplicité des barrières, l'exploitation illicite des minerais par les groupes armés. Cette situation sécuritaire chaotique impacte les niveaux et la qualité de l'économie de ces provinces qui subit un délabrement du jour au jour, causant une baisse du niveau de vie de la population. À cela s'ajoute une forte dollarisation de l'économie et une baisse considérable de la mobilisation des recettes. Nous venions faire le suivi du plaidoyer que nous avions fait en 2021. Et comme l'Est du pays, vous savez la situation que nous traversons de l'insécurité récurrente, en 2021, ce n'était pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, la situation s'est encore empirée et nous avons vu qu'il était nécessaire que nous puissions encore venir rencontrer les représentants des représentants, qui est le président, l'honorable président du bureau de l'Assemblée,
pour qu'ils puissent nous aider dans le plaidoyer auprès d'autres institutions de la République et pourquoi pas à l'étranger, à la communauté internationale, pour que nous puissions aussi respirer quand même la paix et la sécurité, parce que c'est un droit pour nous. Ils ont sollicité au président de l'Assemblée nationale de s'investir dans l'amélioration des conditions de vie des militaires et agents de sécurité nationale à travers un contrôle parlementaire très rigoureux sur les fonds décaissés régulièrement pour cette cause, notamment dans les provinces concernées par la guerre. D'autre part, la société civile de ces 3 provinces a rappelé au président de l'Assemblée nationale l'urgence de l'envoi d'une assistance humanitaire aux déplacés internes au Nord Kivu et en Ituri. À toutes ces questions soulevées, le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, a pris bonne note. Il a pris l'engagement de faire parvenir au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, toutes leurs suggestions très pertinente et de mettre à profit l'Assemblée nationale dans la matérialisation de ces recommandations. On va y rester à l'Assemblée nationale, cette fois-ci avec l'Assemblée de la jeunesse de l'Union africaine, section RDC, annonce la production prochaine du livre blanc de la jeunesse congolaise. Ils ont échangé évidemment avec le membre de l'Assemblée basse du Parlement le 4 septembre avec le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, et ils lui ont justement présenté un cahier des charges qui annonce dans le prochain jour une tournée dans toutes les provinces de la République démocratique du Congo. Le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, a échangé avec une délégation de l'Assemblée de la jeunesse de l'Union africaine, section RDC, le mercredi 4 septembre, conduite par Jacques Kambwa, président pays de cette structure. Ces échanges ont brossé succinctement les cahiers des charges de cette structure qui annonce dans les prochains jours une tournée dans toutes les provinces du pays pour aller à la rencontre des réels problèmes de la jeunesse congolaise avec toutes les particularités propres à chaque zone géographique dans les contextes actuels. Cette tournée va permettre à l'Assemblée de la jeunesse de l'Union africaine, section RDC, de produire à l'intention des décideurs un livre blanc en rapport avec la jeunesse. D'autre part, cette délégation a fait un plaidoyer pour que l'Assemblée nationale puisse introduire une ligne budgétaire dédiée au fonctionnement de cette structure. À cette même occasion, Jacques Kambwa a rappelé au président de l'Assemblée nationale la nécessité d'avoir aussi une ligne budgétaire pour soutenir tous les jeunes qui représentent la République démocratique du Congo valablement dans des événements internationaux. Nous avons plaidé pour la cause de la jeunesse en faveur de plus d'attention en termes d'accompagnement, tant législatif que institutionnel pour la jeunesse. Il était aussi question de tabler sur la problématique de la représentation de la jeunesse au niveau des instances internationales, mais surtout la participation de cette jeunesse congolaise à des assises au niveau africain et aussi international. Puisque aujourd'hui, la diplomatie ne se conjugue plus sans la jeunesse. Donc, pour mieux conjuguer la diplomatie, il faut avec la jeunesse, puisque c'est cette jeunesse qui est censée pérenniser tout ce qu'il y a comme action ou résolution qui seront prises. Le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, a loué cette initiative en insistant sur l'attention qu'il faudra accorder à l'évaluation du niveau des formations et d'instruction de la jeunesse en vue d'avoir les tableaux des potentialités de cette jeunesse en tant qu'acteur du développement économique et social de notre pays. Ceci pourra permettre aux décideurs d'améliorer objectivement les secteurs éducatifs. Il a promis les soutiens de l'Assemblée nationale pour accompagner la section RDC de l'Assemblée de la jeunesse de l'Union africaine dans sa démarche. Allez, continuez à nous regarder sur notre chaîne YouTube. Vous êtes bien sur la FM télévision. On va changer de chapitre. La lutte contre les antivalaires en République démocratique du Congo. Le vice-premier ministre de l'Intérieur, Jacquemaine Chabani, a lancé une campagne de sensibilisation de la population dénommée pour notre sécurité, respectant toutes les lois et les règles. Une démarche qui consiste justement à l'éveil de la conscience de chaque citoyen en conséquence évidemment de non-respect de la loi. Qu'en est-il exactement de cette campagne? On va écouter justement le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur. Aujourd'hui, suite aux instructions du président de la République, je vous annonce une initiative essentielle du gouvernement pour notre société qui nous concerne tous. Le lancement de la campagne nationale intitulée « Pour notre sécurité,
respectons tous la loi et les règles. La lutte contre le banditisme urbain est un défi majeur qui passe par la restauration de l'autorité de l'État. D'autres fléaux comme les nuisances sonores méritent plus de sensibilisation et tout ceci afin que chaque citoyen soit conscient des conséquences du non-respect des lois. La sécurité routière, valeur cardinale du code de la route, est fondamentale pour garantir la sécurité de tous les usagers, piétons, cyclistes, conducteurs et passagers. Chaque année, nous déplorons des accidents qui pourraient être évités par une simple prise de conscience et un respect des règles. La réduction des embouteillages provoquée notamment par l'incivisme, le manque de courtoisie routière, mérite d'avoir une place importante dans cette campagne. Pourquoi cette campagne est-elle si importante? Tout d'abord parce qu'elle vise à sensibiliser chaque citoyen aux conséquences du non-respect des lois en République démocratique du Congo. Ensuite, chacun de nous a un rôle à jouer dans la sécurité de notre communauté, en respectant le code de la route, les symboles de l'État et en faisant preuve de courtoisie routière. Nous garantissons non seulement notre propre sécurité, mais aussi celle de nos voisins, de nos amis, de nos familles et de tous ceux qui partagent notre espace de vie. Il est évident que cette campagne a pour objectif d'éduquer. Nous fournirons des ressources, des outils pour aider chacun à mieux comprendre les lois et règlements qui nous entourent. L'éducation est la clé pour instaurer une culture de respect et de responsabilité. Enfin, et c'est sûrement le plus important, cette campagne vise à restaurer l'autorité de l'État. Il est essentiel que chaque citoyen ressente la légitimité des institutions et des forces de l'ordre. Nous devons tous avoir confiance en notre système et cela commence par le respect des lois qui le régissent. C'était là le ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, qui nous donnait les amples précisions concernant cette nouvelle campagne. Ouvrons à présent ce chapitre consacré largement à la tentative d'évasion à la prison centrale de Makala. Le gouvernement s'est prononcé justement en début de semaine à l'issue d'une réunion de mise en place avec le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, pour annoncer un bilan de 129 morts, dont 24 prisonniers morts par balle après sommation, et les autres sont morts évidemment par échauffement, et 59 blessés annoncés par le gouvernement. Le gouvernement a communiqué le bilan officiel de 129 détenus tués lors d'une tentative d'évasion à la prison centrale de Makala la nuit de dimanche à lundi. Le vice-premier ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, qui a communiqué le bilan provisoire, affirme que 24 prisonniers sont morts de balles après sommation, les autres par étouffement. Il parle aussi de quelques femmes violées sans donner les nombres. Plusieurs autres prisonniers blessés sont pris en charge, note-t-il dans sa communication. Ces lourds bilans étaient déjà relayés dans les vidéos qui ont fait le tour du monde sur la toile, montrant des corps de prisonniers entassés après l'intervention des forces de l'ordre et de sécurité pour étouffer l'évasion à Makala. À ce stade, aucune sanction n'est encore annoncée par le gouvernement. Après une descente à Makala, le vice-ministre de la Justice s'était précipité à annoncer un bilan négligeable de 2 morts. Des voix s'élèvent désormais pour exiger des sanctions contre lui. Et puis dans la semaine, toujours avec la tentative d'évasion à la prison centrale de Makala, une commission mixte a été mise en place pour examiner en profondeur cette tentative. Les résolutions sont prises à l'issue d'une réunion de crise conduite par le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani. Les précisions dans ses commentaires d'Alain Goma. Ce lundi 2 septembre 2024, aux alentours de 2 h du matin, une tentative d'évasion massive à la prison centrale de Makala a débouché sur des pertes en vies humaines et des dégâts matériels importants. Informé de cette situation, j'ai sur instruction de la haute hiérarchie convoqué une réunion de crise avec les responsables des services de défense et de sécurité. Le bilan provisoire sur le plan humain s'élève à 129 morts, dont 24 par balle, après sommation,
les autres par bousculade, étouffement et quelques femmes violées. La commission a également identifié 59 blessés, actuellement pris en charge par le gouvernement pour des soins appropriés. Sur le plan matériel, on déplore l'incendie des bâtiments administratifs, du greffe, de l'infirmerie et des dépôts de vivres. Le gouvernement se réjouit du calme retrouvé, déplore ces incidents malheureux et présente ses condoléances les plus attristées aux familles et proches des victimes. Les enquêtes se poursuivent et l'opinion sera informée de la suite. Et puis avant de clore ce chapitre lié à la tentative d'évasion à la prison centrale de Makala, sachez que la SENCO dénonce la banalisation de la vie humaine et appelle à des enquêtes indépendantes. La Commission épiscopale nationale du Congo appelle le gouvernement à honorer ses engagements, notamment en ce qui concerne la construction de nouvelles prisons et pour désengorger justement les établissements pénitentiaires existants. Les détails, une fois de plus avec Alain Goma. La conférence épiscopale nationale du Congo, SENCO, a fermement condamné les récents événements survenus à la prison centrale de Makala, à Kinshasa, où plus d'une centaine de personnes ont trouvé la mort, dont certaines par balle, lors d'une tentative d'évasion survenue dans la nuit du 1er au 2 septembre. Dans une déclaration rendue publique ce mercredi, les évêques congolais ont dénoncé la banalisation de la vie humaine en République démocratique du Congo et ont appelé à une justice ferme et équitable pour les victimes. Les membres de la SENCO, dirigés par le cardinal Fulgence Mutemba, archevêque de Lubumbashi, ont exprimé leur profonde indignation face à ce qu'ils qualifient de massacre à la prison centrale de Makala, tout en évoquant d'autres tragédies récentes comme les tueries de Goma et de Kilwa, ainsi que le naufrage sur la rivière Lokeni. Ils ont dénoncé la négligence des services de l'État et ont exhorté les autorités à mener des enquêtes sérieuses pour établir les responsabilités. Les évêques ont appelé le gouvernement à honorer ses engagements, notamment en ce qui concerne la construction de nouvelles prisons pour éviter des incarcérations clandestines et désengorger les établissements pénitentiaires existants. La SENCO a également exhorté les autorités judiciaires à engager des poursuites contre les auteurs de violences de droits humains et à les traduire devant les tribunaux compétents. Face à cette situation critique, la SENCO a invité tous les fidèles catholiques et les personnes de bonne volonté à promouvoir la culture de la non-violence, le respect de la vie humaine et à travailler pour l'unité et la cohésion sociale en vue de la restaurer d'une paix durable en République démocratique du Congo. Et puis de son côté, le président de la CNDH, Paul Sapou Mukulu, depuis Genève, condamné justement cette tentative d'évasion à la prison centrale de Makala, des pensionnaires évidemment de cette institution pénitentiaire. Promet évidemment que la CNDH va diligenter une enquête dans ce site. On va l'écouter justement au téléphone de Fifi Kalumboy. De Genève, où nous sommes en mission auprès du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, nous avons, dès les premières heures matinales de ce lundi 2 décembre, appris de tristes et condamnables événements qui se sont passés à la prison de Makala, des événements qui s'apparentent à une tentative d'évasion des pensionnaires de cette institution pénitentiaire. Des morts sont à déplorer parmi les détenus, les prévenus et même les condamnés dans cette institution. En attendant les communiqués officiels de la CNDH, il y a lieu que l'opinion retienne que, sur pied de l'article 6, alinéa 3 de sa loi organique, et l'article 7, alinéa 3 de son règlement intérieur, la CNDH va diligenter une mission d'enquête dans cette institution pénitentiaire de Makala à Kinshasa.
Voilà tout ce qu'on peut vous dire concernant cette situation des tentatives d'évasion à la prison centrale de Makala. Les enquêtes se poursuivent, on en reviendra avec plus de précisions dans nos prochaines éditions. Toujours dans la semaine, évidemment à son début, la rentrée scolaire 2024-2025 a eu finalement lieu à Kinshasa. Quelques élèves ont répondu présents dans certains coins de la capitale. Pendant ce temps, d'autres continuent à rester à la maison pour de différentes raisons, notamment économiques, qui frappent plusieurs familles. On voit tout cela en images grâce à ces reportages de Francine et Delphine Moukeba. La rentrée scolaire est effective depuis le lundi dernier à travers la République. Il s'est pourrait dans les écoles publiques de la ville de Kalemi dans la province du Tanganyika. Les portes des écoles n'ont pas été ouvertes. Les enseignants conditionnent la reprise de cours par le respect des accords de Pibois conclus entre le gouvernement et le banc syndical. Cette grève n'est pas seulement constatée dans les chefs-lieux qui est Kalemi, mais touche également le territoire de Moba, Kongolo, Manono, Nyunzu et Kabalo. À l'école primaire Bakati 1 et 2, aucun enseignant ne s'est présenté dans la salle de classe depuis la rentrée scolaire. Les quelques enseignants présents sont allés pour le contrôle technique. Une soixantaine d'élèves en uniforme ont été présents dans ces deux écoles sur un effectif de plus de 2000 élèves. Après quelques heures d'attente, les chefs d'établissement ont privé aux élèves de rentrer à la maison et de se présenter encore le lendemain. Même spectacle à l'école primaire Mandeleo 1 et 2. Au lycée Amani, un établissement scolaire d'obédience catholique, les élèves sont venus nombreux, mais ils ont été priés de rentrer chez eux, faute d'enseignants. Un mot de santé dans la semaine, vous le savez, le ministre de la Santé a réceptionné le premier lot des 99 000 vaccins contre l'épidémie des Mpox, selon de l'Union européenne fabriqués justement par un laboratoire danois. On voit tout cela en clair avec Rite Dinonzei. Le ministre de la Santé, Hygiène et Prévoyance sociale a réceptionné ce jeudi 5 septembre à Kinshasa un lot important de vaccins anti-Mpox grâce à l'appui de l'Organisation mondiale de la santé OMS et de l'Union européenne ainsi que le Fonds des Nations unies pour l'enfance UNICEF. Près de 100 000 doses de vaccins anti-Mpox MVA-BN sont arrivés à Kinshasa sur le 200 000 attendus. La priorité serait accordée aux provinces les plus touchées par le Mpox, notamment le Sud Kivu, le Nord Kivu, la Chopo, l'Équateur, le Nord Ubangi, la Chouapa, la Mongala, le Sankuru, le Congo central, le Grand Bandundu et Kinshasa, en attendant l'arrivée d'une seconde dose en vue d'élargir la vaccination anti-Mpox dans les 15 autres provinces de la République démocratique du Congo. Par ailleurs, le ministre de la Santé, saluant la qualité du vaccin, a assuré la population congolaise de son transport sécurisé et de son stockage pour l'amélioration de la couverture vaccinale. Les MVA-BN font partie de 215 000 doses vaccinales que l'autorité de préparation et de réaction en cas d'urgence sanitaire de la Commission européenne a acquises et s'est engagée à partager avec les pays touchés en Afrique en réponse immédiate à l'épidémie de Mpox. Et puis dans la semaine, il y a eu la célébration le vendredi 6 septembre dernier du 10e anniversaire d'existence de la Commission d'intégrité et des médiations, CIME en sigle. Idrissa Katenga, président de cette structure, salue l'idée du dialogue tel que proposé par l'opposant Martin Fayoulou. Bien avant, le président de la CIME a présenté les différentes activités prévues pour la commémoration des 10 ans d'existence de cette structure ayant pour mission les résolutions de conflits. Redilonzei, Fifi Kalumbwe. En 2014 au 6 septembre 2024, la CIME vient de totaliser jour pour jour 10 ans. En célébrant cet anniversaire, il y a quelques activités, mais la première activité est une sorte d'introspection pour la CIME pour essayer de voir ce qui a été bien et les points forts et les points faibles. La CIME scrute aussi l'environnement actuel qui est porteur lui aussi des petites tensions à gauche, à droite qu'il convient de résoudre. Toute société est tournée vers la paix et peut cesser de dialoguer à tout moment et dans toutes les
problèmes liés aux élections ou non, je crois que l'idée du dialogue n'est pas mauvaise. Parce que ce n'est que de cette façon-là que, dans une société plurielle, on peut aplanir les différends. En ce qui concerne la CENI, dont la mission, justement, c'est de rapprocher les points de vue des uns et des autres, l'idée du dialogue ne peut être que la bienvenue. Maintenant, par rapport au dialogue, il faut voir comment ça se passe. Il faut voir qui convoque, il faut voir qui participe. Maintenant, il faut circonscrire tout ça dans les contextes, essayer de comprendre et de quantifier. Et puis, bon, on peut voir ce qu'on peut faire. Et puis l'ONG, le médecin de la première urgence, s'est décidé de joindre à la commune d'Engaba pour soutenir l'idée et la vision du patron de cette municipalité, je le cite, mais Francis Lolinga, basé sur l'assainissement de la commune d'Engaba. C'est dans ces cadres justement qu'ensemble ces deux partenaires ont évacué justement les inondations sur l'avenue Kianza. Fifi Kalumbwe, Enoch Mafuka. Unis comme un seul homme et avec un regard placé vers la même direction, ces deux partenaires dans l'ONG Les Médecins de Premières Urgences et la commune d'Engaba ont scellé un partenariat afin de rendre encore plus libre cette municipalité dirigée par le bourgmestre Aimé Francis Lolinga, l'homme dont l'assainissement de sa municipalité reste son cheval de bataille. Le premier site assaini par ces deux partenaires était l'avenue Kianza. La population était surpris de voir ces assainisseurs bien équipés avec tous les matériaux possibles d'assainissement. Sur place, le travail était bien fait. Curage des caniveaux, coups de balai sur la chaussée, ramassage des déchets éparpillés ça et là jusqu'à l'évacuation de tous les déchets entassés. Bref, un travail fait 5 sur 5 sous la coordination du patron de la commune d'Engaba, Aimé Francis Lolinga, et cela à la grande satisfaction des usagers et occupants de cette artère publique. Ces travaux d'assainissement faits entre ces deux partenaires dont l'ONG, le médecin de premières urgences et la commune d'Engaba vient s'ajouter à la routine de chaque samedi initiée par le patron de la commune d'Engaba, Aimé Francis Lolinga, pour lutter contre l'insalubrité dans cette municipalité. On va parler sport, comme je l'avais annoncé au début de ce journal, mais juste avant d'arriver, le président de la Fondation Maloua, Maître Maloua Abilik Leofas, a reçu en audience ce jeudi une délégation brésilienne. Ils ont échangé longuement sur la faisabilité d'un partenariat entre les deux ONG du Brésil et la Fondation Maloua afin de développer les secteurs humanitaires en République démocratique du Congo. Ridinonzei, témoin de l'événement. Cette délégation brésilienne en séjour en République démocratique du Congo, précisément à Kinshasa, a jugé utile de rencontrer le président de la Fondation Maloua, Maître Maloua Abilik Leofas, pour conclure un partenariat entre la Fondation Maloua et les institutions brésiliennes. À son arrivée, la délégation a été chaleureusement accueillie par le président de la Fondation Maloua, Maître Maloua Abilik Leofas. Après un bref entretien au siège de la Fondation, la délégation a été conviée à une visite, d'abord dans l'entrepôt de la Fondation, ensuite dans les installations de la Fondation Maloua ainsi que celle de la FM Télévision. Arrivée sur le plateau de la FM Télévision, Madame Béatrice, journaliste brésilienne qui faisait partie de la délégation, a apprécié le travail abattu par le président de la Fondation Maloua. Então, je remercie beaucoup, vraiment merci beaucoup de l'avoir ici. La Fondation Maloua, il a vraiment beaucoup aimé la Fondation. Les pressions concernant la RDC sont vraiment, selon son entendement, le pays est en train d'accroître. Então, tem muito para fazer e temos muito para ajudar. Il y a beaucoup à faire et étant International Management et Consulting et le CO, elle a dit Yama aussi a beaucoup aidé la Fondation. Cette prise de contact entre le président de la Fondation Maloua et la délégation brésilienne revêt une importance capitale pour le développement du secteur humanitaire en RDC. Je l'avais annoncé au début de ce journal, sport avec les Léopards de la République démocratique du Congo qui se sont imposés sur le score de 1-0 contre les Syries de la Guinée hier vendredi en match de la première journée des éliminatoires Coupe d'Afrique des Nations 2025. On va écouter à ce sujet les sélectionneurs nationaux Sébastien Desarbres en conférence d'après-match. On l'écoute.
c'est déjà un premier choix tactique parce que Edo joue un petit peu plus haut dans son club, dans un système, vous regarderez, on va dire en 3-4-3 derrière l'attaquant, donc il est performant en début de saison. Nous, on avait besoin d'avoir un peu plus de liant entre le milieu et notre attaque. Si vous avez pu le voir, on a plutôt joué en 4-3-3 avec une pointe basse et en charge. Ça, c'était une première situation. Aussi, Edo est très influent sur des frappes de balle à l'intérieur du jeu. C'est vraiment un bon match qu'on a sorti, peut-être un des meilleurs matchs à domicile qu'on a fait depuis que je suis à la tête de la sélection. On a essayé de faire rentrer Méchac au moment où ils allaient venir chez nous. On a essayé différentes choses, mais après, à un moment donné, il faut être réaliste, savoir que 3 points dans une qualification, c'est important. Je vous rappelle que la dernière campagne, la RDC avait perdu 1-0 contre le Gabon. Il me semble que l'avant-dernière campagne, il y avait eu match nul aussi sur le premier match, si je ne me trompe pas. Donc c'est aussi important de faire preuve d'humilité dans le jeu et gagner, et puis continuer à avancer, bien récupérer, et puis essayer de bonifier tout ça en Tanzanie contre l'Éthiopie. C'était l'essentiel de l'actualité sur votre chaîne, édition consacrée largement à la rétrospective de la semaine. Édition préparée par Junior Santos et Torres Atibo, à la réalisation Gaylor Mouya. L'actualité vous réveille dans une demi-heure. Passez un excellent week-end au programme de l'FM Télévision. À très bientôt.